Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Merci d'être là et d'être fidèle. Et si tu me permets Eric, je vais leur adresser un petit message à tous nos amis internautes. N'oubliez pas, maintenant il faut le dire, de liker l'émission, d'agiter la cloche, ding ding ding, et voilà. Ça permet de propulser l'émission encore plus vite. Merci. Voilà. Et surtout de vous abonner à la page parce qu'il faudrait qu'on Voilà. atteigne les 50 000 abonnés avec votre aide. Alors ce soir, mon cher Claude, nous recevons Thierry Messant, qui est un habitué de la chaîne, même si nous avons changé les papiers peints et la moquette. Mais Rapide, hein, rapide. voilà, les intervenants sont toujours les mêmes. Nous avons le plaisir donc de recevoir Thierry autour des dernières révélations du dossier Epstein, mais aussi autour des événements qui concernent Israël, les États-Unis, l'Iran et même le Venezuela, sur lequel je suis très curieux d'interroger Thierry avant qu'on évoque ensemble le dossier Epstein. Mais si tu veux bien, on va recevoir Thierry tout de suite. Bonjour. Thierry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thierry. Comme prévu, je vous laisse démarrer ensemble et je vous retrouve dans 10 minutes. Allez, ça va. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bon, eh bien Thierry, bonsoir et bienvenue et merci d'avoir accepté donc notre invitation. C'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Franchement, c'est toujours un vrai plaisir. Alors, avant qu'on aborde le dossier brûlant, évidemment, d'Epstein, mais ça, on va attendre que notre ami Eric arrive. On pourrait peut-être faire le point sur l'Iran, parce qu'en fait, l'Iran attaquera pas. Laval, ses hésitations. Alors, qu'est-ce que... D'abord, moi, je veux dire que je suis très choqué par le fait qu'on pose cette question. Est-ce que quelqu'un va attaquer et tuer des gens? Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, mais ça, d'accord. Mais c'est la question... C'est la question que tout le monde se pose, puisqu'on vu l'armada US dépêchée là-bas, on ne sait pas trop, effectivement. Moi, c'est vrai que de toute façon, je suis d'accord. Hein, je n'ai aucune envie que... Je trouve cette question très choquante. Hein. Mais de même, je trouve choquant la manière dont on parle de l'Iran, où on essaye de faire croire que le gouvernement iranien a tué 40 000 de ses citoyens. Ça, je suis d'accord. Or, c'est absurde. Les images que vous avez vues à la télévision, vous avez vu par exemple des immeubles qui brûlaient. Ce ne sont pas des manifestants qui font brûler les immeubles, et ça n'est pas la police non plus. Ce qui se passe en Iran, c'est un mélange de plusieurs choses. Vous avez d'abord un mouvement qui s'est déclenché, qui est un mouvement de la faim en fait. Les gens ont faim. Hein. Et pourquoi? Parce qu'une grande banque iranienne a fait faillite à la suite d'une action de la Banque centrale américaine. Ce sont les États-Unis qui ont provoqué cette faillite et le secrétaire au Trésor des États-Unis s'en est vanté. Donc les gens n'ayant plus de quoi manger se sont révoltés. On le ferait tous à leur place. Ça n'a pas de rapport avec une contestation de ce régime politique. C'est autre chose que ça. Et en même temps que ce phénomène, qui a évolué vers une contestation du régime, c'est sûr, mais en même temps que ce phénomène, il y a une attaque massive de Daesh. On n'en parle pas ici. Mais si vous aviez en même temps les gilets jaunes et en même temps les attaques du Bataclan en France, ça serait un désastre, une agitation incommensurable. C'est ça qui se passe là-bas. Alors, il faut bien comprendre que le problème de l'Iran, ça n'est pas le problème de son régime politique. Le problème de l'Iran est très ancien. C'est d'abord parce que ce pays n'a pas vécu les guerres de religion comme nous,
et n'a pas vécu la séparation des églises et de l'État. Donc, les gens ont une admiration sans borne pour tout le clergé qu'ils rencontrent. Mais c'est pas des blagues, on se rend pas compte de ça quand on est ici en France, mais en Iran, enfin pour moi c'est très choquant cette admiration, parce que vous avez des mollahs et des ayatollahs. Les ayatollahs c'est le grand supérieur, hein. Vous avez donc des membres du clergé qui sont tout à fait respectables, et vous en avez d'autres qui sont complètement stupides. Et en fait, la grande majorité de ce clergé est stupide. Donc, Ah oui. à l'époque du Shah d'Iran, il y avait eu ce qu'on appelait la Révolution blanche. Alors, c'était le Shah d'Iran qui luttait contre le clergé. Et lorsque les États-Unis ont voulu faire tomber le Shah d'Iran, ils ont choisi un membre du clergé parce que c'était l'opposition qu'ils avaient créée. Bon, et puis ils se sont mal servis puisqu'ils ont choisi l'ayatollah Khomeini qui a dit nous on va mener une lutte contre l'impérialisme. Donc moi mon souvenir du clergé en Iran, pour moi j'ai eu une discussion un jour à Qom il y avait toutes sortes d'ayatollahs, de mollahs qui étaient là, et ils voulaient savoir comment faire pour que l'islam se développe en France. Alors, je dis, c'est très simple, adapter l'islam à la culture française. Alors, ils disent oui, et par exemple, quand vous construisez une mosquée, respectez l'architecture française. Alors là, la plupart des membres du clergé qui étaient là, mais pas du tout, une mosquée, ça se construit comme ça. Écoutez, si vous voulez pas faire cet effort, si vous voulez exporter la culture iranienne et pas l'islam, vous n'y arriverez pas. Et il y en avait un qui était très intelligent qui m'a dit oui, on va faire ça comme ça. Mais cet ayatollah était très brillant, mais les autres c'était vraiment des nuls. Voilà. Donc ça c'est un problème très important de ce pays et c'est pas avec des bombes qu'on va le régler. Ça, tant mieux de toute façon. Le deuxième problème, c'est un problème politique. En Iran, vous savez, c'est une nation de commerçants, de marchands de tapis. Hein. En Iran, quand on veut toujours régler les problèmes avec ses adversaires politiques. On ne veut pas les tuer, pas du tout. C'est pas du tout dans la culture. Alors, quand il y a une opposition, on crée une commission pour résoudre le problème. Bon, alors, il y avait 2 personnes qui se prenaient à partie, maintenant il y en a 15 qui vont faire l'arbitre. Et cette commission va rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre ailleurs. Alors on va faire une commission pour régler le problème de la première commission et de la 3e personne. Et au bout d'un moment, il y a des commissions dans tous les sens, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un organigramme simple de l'organisation politique de ce pays. Ce ne sont que des commissions. Et lorsque vous voulez prendre une décision, il vous faut l'agrément de 10, 20, 30, 50 commissions parfois. Et donc, vous ne pouvez pas prendre de décision parce que vous ne pouvez jamais réunir l'ensemble des validations dont vous avez besoin. Du coup, ce pays est paralysé, mais depuis très longtemps. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez au pouvoir des gens qui sont profondément réactionnaires. Vous savez que l'équipe du président Ahmadinejad, pratiquement toute son équipe est en prison. Oui. Bon. Donc, je ne vais pas vous dire du bien de l'actuel gouvernement iranien, mais ce n'est pas parce que le gouvernement iranien est complètement bloqué qu'il est responsable de ce qui se passe. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et si vous voulez que ça change, il faut aider à restructurer l'État. Et ça ne se fera pas par des bombes. Donc, de toute façon, rien ne peut être réglé
Par des bombes, ça c'est clair. Hein, non, mais dans certaines fois, il y a des oppositions. Vous avez des gens qui disposent de la force et qui écrasent les autres, et donc vous êtes obligé d'utiliser la force contre eux. Évidemment, quand vous utilisez une force extérieure, ça n'aboutit jamais à un changement profond à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que si Donald Trump attaquait l'Iran, qu'est-ce qu'il ferait? Il attaquerait qui? Il tuerait qui? En fait, personne n'en sait rien. Personne n'a d'idée, personne n'a de projet là-dessus. Donner un coup de matraque, ça n'est pas un projet. Donc, moi, je ne pense pas que les États-Unis vont attaquer parce qu'ils n'ont aucun intérêt à cette attaque. Que tu veux déjà. L'intérêt, ça serait peut-être aussi que, parce que Israël voudrait bien que les États-Unis. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Oui. Et c'est pas du tout la même chose. Et nous assistons depuis un an à un renversement des priorités. Les États-Unis n'obéissent plus à Israël. Et on l'a vu à Gaza. C'est la seule chose qu'a fait Donald Trump. Les États-Unis n'obéissent plus à Israël et ils essayent de prendre la responsabilité de Gaza contre l'État d'Israël. Ben, ce n'est pas dans ces conditions qu'ils vont se mettre à attaquer l'Iran pour Israël. Ça me paraît absurde. Oui, mais alors, pourquoi avoir déployé toute une armada maritime et Ça, c'est une autre question. C'est la question de savoir quelle est la politique étrangère de Donald Trump. En fait, les États-Unis, depuis déjà plusieurs années, sont au bord de la faillite. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, normalement, il aurait dû remettre les clés et s'en aller le plus vite possible parce que tout s'effondre. Au lieu de ça, il roule les mécaniques et il dit « Je suis plus fort que tout le monde ». Donc, c'est ce qu'il a fait au Venezuela, ce qu'il a fait à Gaza, ce qu'il fait en Iran. Je suis le plus fort et d'ailleurs, je vous le montre, j'ai une armada terrible. Bon. Mais vous ne devez pas vous laisser impressionner par cette armada. L'armée des États-Unis, c'est une armée absolument nulle. Ce qu'ils savent faire, c'est détruire ici ou là. Mais ils n'ont jamais su faire autre chose que détruire. C'est exact. Depuis 20 ans, ils ne savent pas faire autre chose. Donc, il essaye de nous persuader qu'il a une armée puissante. Ok. Il va peut-être lancer quelques bombes pour montrer qu'il est là. Et alors? Oui, ça c'est... Oui, tout à fait. Et alors? Mais alors, le problème, c'est que bon, l'Iran, de part, est quand même le seul pays du Proche-Orient qui, pour l'instant, résiste. Hein, résiste aux USA, à la de coalition internationale, et résiste à Israël. Donc, ça serait, d'après leur point de vue à eux, le verrou à faire sauter au Proche-Orient. Bon, ceci étant, l'Iran, c'est 90 millions d'habitants, à peu près. C'est un pays qui, quand même, est solidement armé, solidement ancré, avec effectivement peut-être quelques défaillances ici ou là. Mais il n'empêche, mais qu'est-ce que vous en pensez, Thierry, si, malheureusement, je dis bien malheureusement, si l'Iran venait à tomber, ce que je ne souhaite en aucun cas, qu'est-ce qui pourrait bien advenir après du Proche-Orient et de facto des alliés quand même de l'Iran, puisque la Fédération de Russie et la Chine sont quand même, si je ne m'abuse, des alliés de l'Iran. Alors, la Fédération de Russie est un allié de l'Iran depuis une vingtaine d'années, mais la Chine est un allié de l'Iran depuis au moins 2000 ans, de manière absolument continue. Sur la route de la soie, on ne parlait pas le chinois, on parlait le persan. Et si vous allez à Persépolis, dans la cour du palais de Persépolis, il y a des statues chinoises.
La Chine est chez elle en Iran, absolument chez elle. Et la Chine serait le premier pays touché par l'effondrement de l'Iran. Mais tout le Proche-Orient serait bouleversé parce que ça provoquerait l'exil de tout un tas de gens. C'est une catastrophe que personne ne peut souhaiter, sauf peut-être Benjamin Netanyahou, mais encore il a l'air maintenant d'hésiter. Enfin, Benjamin Netanyahou hésite parce qu'il sait très bien que le dôme de fer, la dernière fois, alors, il a été assez perméable. Là, oui, là, il y a un autre problème. Donald Trump dit qu'il a lancé des discussions avec l'Iran. Il dit qu'il a d'abord menacé l'Iran à cause de ces massacres, dont il tient publiquement l'Iran comme responsable. Et dans ces négociations, il y a deux thèmes qu'il a abordés. Le nucléaire, ça n'a aucun rapport avec les massacres dont on a parlé. Et les missiles, ça n'a pas plus de rapport avec les massacres dont on a parlé. Donc, on voit bien que ce que les États-Unis essayent de faire, c'est autre chose que ce qu'on nous dit. Eh oui, mais alors, si c'est autre chose que ce qu'on nous dit, justement, ça serait quoi? Je pense que le seul problème des États-Unis, ce n'est pas le nucléaire, puisqu'il n'y a pas de programme nucléaire militaire iranien depuis 1988. Cette chose a été confirmée par la Russie qui travaille sur des problèmes nucléaires en Iran. Elle est présente en Iran. Elle sous-traite pour l'Iran en Iran de nombreuses questions nucléaires. Elle dit qu'il n'y a pas de programme militaire là-bas. Bon. L'histoire de ce programme militaire nous est ressassée en permanence par Benjamin Netanyahou et il n'a jamais donné la moindre preuve de ce qu'il annonce. Il a fait voler des archives à Téhéran et dans ces archives, quand il les a publiées, il n'y a rien qui prouve ce qu'il disait. Rien. La seule chose, il y a un détonateur qui pourrait être utilisé pour une bombe atomique. Oui, qui pourrait être utilisé, mais il peut être utilisé à bien d'autres choses aussi. Voilà. Oui. Donc, c'est la seule chose qu'il a trouvée. Alors, pour les États-Unis, le vrai problème, ce sont les missiles balistiques. Lorsqu'il y a eu l'affrontement entre Israël et l'Iran a tiré des missiles balistiques et ils ont tous atteint leur cible et personne n'a été capable de les arrêter. Donc, que les États-Unis aient envie de se protéger de ces missiles balistiques, c'est certain. Que les Iraniens en aient perdu lors de l'attaque israélienne, c'est sûr aussi. Mais il est évident qu'ils se sont réarmés en la matière. Et donc, les États-Unis doivent discuter de ça. Mais ça n'a pas de rapport avec les massacres. D'accord, ok. Ok. D'accord, bon, on n'a plus qu'à souhaiter qu'effectivement tout rentre dans l'ordre et que l'Iran continue, que ce pays continue à vivre. Nous ne savons pas comment les choses ont évolué. Il faut se rendre compte que le petit groupe qui est au pouvoir aujourd'hui en Iran, c'est quand même, bon, il y a quelques fanatiques et il y a une petite classe sociale qui profite de l'argent du peuple. Enfin, c'est quand même évident. Il y a une petite classe sociale qui a envoyé sa famille à l'étranger et qui, sur les réseaux sociaux, montre la manière dont elle vit avec des voitures de luxe, des hôtels luxueux, des fêtes invraisemblables. Ça, tous les Iraniens voient ça sur leur portable. Hein. C'est pas des choses qu'on invente, ça. Hein. Oui. C'est pas particulier à l'Iran. Non, c'est pas particulier à l'Iran, pas du tout. Mais non, c'est effectivement cette classe sociale
Le même phénomène a existé pendant le Shah. À l'époque du Shah, le pays était coupé entre une petite classe sociale qui s'en mettait plein les poches et qui en plus se montrait d'une violence inouïe face au peuple et le reste de la population qui était écrasée. Bon. Alors, lui, je sais plus ce que je disais. Oui, il y avait cette différence. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et si cette classe sociale se sent menacée, elle réagira comme la classe sociale antérieure a réagi à l'époque du Shah. Elle sera prête à tout sacrifier. Et vous savez, si elle a des armes dangereuses, elle peut les utiliser parce que ça sera son champ du cygne. Oui. Oui, c'est malheureux parce que c'est vrai qu'on le voit dans beaucoup de pays, hein, le problème d'une petite classe sociale qui malheureusement jouit d'un énorme pouvoir et de beaucoup de luxe face trop souvent à un peuple qui est pas assez pauvre. Moi, je l'ai vu en Syrie, hein, en 2021. Je me souviens très bien, 2021, quand nous étions allés là-bas, à un moment donné, on se trouvait au Sham Palace, donc à Damas, en train de boire quelque chose, et tout d'un coup, on était donc au rez-de-chaussée avec mes compagnons de voyage, et on avait arrivé tout un tas de jeunes super bien habillés, avec des minettes, avec des mini-jupes, etc. Et ils arrivaient, ils allaient faire la fête au premier étage, en Syrie, dans un pays en 2021 qui était rongé par l'inflation, rongé par l'embargo, rongé par tout ce qu'un embargo peut effectivement induire comme grand malheur, quoi. Donc, c'était très étonnant. Normalement, il devait y avoir quelques Syriens avec eux, mais ça ne devait pas être majoritairement des Syriens, parce que non, mais je dis ça parce que au Sham Palace, pour faire la fête, en fait, le Sham Palace, c'est un hôtel qui appartient à l'État, et c'est là qu'on reçoit les autres étrangers. Donc, c'était probablement des autres étrangers qui étaient reçus là en majorité. Ils étaient peut-être accompagnés de Syriens, c'est tout à fait possible. Si c'était des Syriens, ils auraient été faire la fête dans le bâtiment en face, l'hôtel Omeyyade, où il y a une boîte de nuit qui est pour les Syriens. Oui, d'accord, ok. Ok. Ben, effectivement, on ne savait pas, donc je n'ai pas pu vérifier. Mais ça nous a choqués, parce que tout d'un coup, on s'est dit, waouh, quand même. Nous, on voyait quand même bien le problème de l'inflation et de l'embargo dès qu'on mettait le pied hors du Sham Palace, et que tout d'un coup, on avait arrivé toute cette horde de jeunes friqués voulant faire la fête. Bon, voilà, c'était un peu une parenthèse, mais effectivement, je comprends. Si c'était pas des Syriens, c'était pas des Syriens. Ma foi, je sais pas. Effectivement, mais ça nous a choqués sur le coup, je reconnais. Surtout que quand c'est un pays malheureusement sous embargo, et comme l'Iran d'ailleurs est sous embargo, il faut le souligner d'ailleurs depuis 1979, si j'ai bonne mémoire. Oui, en Iran, aujourd'hui, il y a un problème pour se nourrir. C'est pas des blagues, cette chose-là. Ouais. Et quand le peuple commence à avoir faim, ça commence à devenir un énorme problème, ça c'est clair. C'est clair, c'est évident. Ok, bon, très bien Thierry, merci pour toutes ces explications. Je vois que notre ami Eric est arrivé. Alors, on va peut-être commencer à parler du sujet brûlant actuel, hein, à savoir le dossier Epstein. Si tu veux bien, Claude, j'aimerais poser une question à Thierry, dont j'ai suivi un podcast ces jours derniers sur Internet, et où je t'ai entendu dire, Thierry, que Dulcie Rodriguez, donc la présidente qui remplace Nicolas Maduro, serait complice avec les Américains dans l'extraction, l'enlèvement du président vénézuélien.
C'est une information qui me laisse perplexe, naturellement, et j'aimerais savoir quelle est ta source. C'est très simple. Delcy Rodriguez est alliée 2 fois dans les 9 mois précédents au Qatar, accompagnée de son amant, qui est un homme d'affaires libanais, quelqu'un d'extrêmement riche. Et lorsqu'elle s'est rendue au Qatar, elle a discuté avec des officiels des États-Unis qui étaient venus spécialement pour la voir sans que ça se sache. Alors maintenant, tout ça est public. Dans la presse latino-américaine, ça a été largement expliqué, tout ça. Et en fait, elle a négocié, donc 9 mois à l'avance, elle a négocié ce qui pourrait être amélioré au Venezuela. Et évidemment, la première chose à améliorer, c'était le pétrole. Et là, il y a quelques jours, son frère qui est le président de l'Assemblée nationale, son frère a fait voter une loi qui modifie complètement les structures pétrolières et qui permet l'investissement des compagnies des États-Unis qui immédiatement sont arrivées, alors qu'au début elles avaient dit qu'elles n'étaient pas là. Donc là, maintenant, elles viennent d'arriver et la production a immédiatement été relancée. Il faut se rendre compte que la production au Venezuela, ça n'était plus qu'à 6% de ses capacités. Donc, c'est pas dur de les faire redémarrer. Voilà. Donc, Delcy est une amie, c'est une personne que je connais depuis plus de 20 ans. Mais je pense qu'elle a joué dans l'intérêt de son pays contre le président Nicolás Maduro. Et à mon avis, Nicolás Maduro n'était pas un vrai chaviste. Je l'ai dit dans des émissions précédentes. Nicolás Maduro, c'est un homme qui a certainement essayé de faire comme Chavez, mais ça n'était pas Chavez. C'est le même problème en France, vous avez beaucoup de gens qui sont gaullistes, mais ils ne font pas du tout ce que faisait De Gaulle. Et voilà, au Venezuela, c'est pareil. Il imitait Chavez, mais ça n'était pas Chavez. D'accord. Et donc, selon toi, Delcy Rodriguez a rencontré les Américains au Qatar, mais je te repose la question, comment tu as pu obtenir cette information? Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont informé, notamment j'ai rencontré une très très grande personnalité latino-américaine il y a quelques jours. Donc c'est une information fiable et vérifiable. Oui, absolument fiable. Ah oui, c'est absolument fiable, oui. D'accord. Alors quand tu dis que la presse sud-américaine en parle, il est étonnant que le peuple vénézuélien ne réagisse pas à cette trahison. Ah mais c'est toi qui dis que c'est une trahison. Moi, je pense que Delcy a fait ça dans l'intérêt de son peuple, de son pays, oui. Permettre l'enlèvement d'un président démocratiquement élu, je ne sais pas comment toi tu appelles ça. Écoute, moi, je pense que le Venezuela est en train de se réparer. Avec le départ de Nicolás Maduro, oui. Ou simplement parce que les Américains vont alléger les sanctions, le siège, l'embargo, et vont réinvestir dans le pays, avec en plus l'arrivée massive d'agents de la CIA qui avaient été virés, mais qui reviennent par la fenêtre. Alors bon, des agents de la CIA, il y en a toujours eu là-bas. Moi, la CIA a essayé de m'assassiner là-bas, j'en ai souvenir, 2 fois, donc je peux dire qu'il y avait beaucoup d'agents de la CIA. Mais
je pense qu'il fallait faire redémarrer ce pays et que Nicolas Maduro a choisi, si vous voulez, il a dû lutter contre une opposition pilotée par les États-Unis, c'est sûr. Une opposition sous faux drapeau, donc. Mais une vraie opposition avec l'argent, les armes des États-Unis. Voilà. Donc, il a dû lutter contre cette opposition et il a pris la force pour lutter contre cette opposition. Et de fil en aiguille, il est devenu de plus en plus violent. Je pense qu'il était très difficile de mettre fin à cet enchaînement. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de mettre fin à cet enchaînement et de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Tu dis que la CIA a essayé de t'assassiner 2 fois. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus et nous donner la raison? Une fois, c'était dans une conférence que je donnais au ministère de la Culture. J'étais avec le ministre de la Culture. Et en allant à cette conférence, alors j'étais sous la protection de la garde présidentielle. En allant à cette conférence, j'étais dans une voiture blindée avec des membres de la garde présidentielle et le commissaire qui dirigeait l'opération, il a posé un pistolet sur comment ça s'appelle, sur le tableau de bord devant, mais il était à la place du passager, il a posé ça. Bon. Et il a dit, ça va être difficile. Ah bon, d'accord. Et quand la conférence a commencé, bon, j'ai rien remarqué de spécial, sauf que j'avais des problèmes techniques et rien qui ne fonctionnait. Et à un moment de la conférence, ce commissaire est monté sur l'estrade et il m'a dit, il faut que vous terminiez là dans les 2 minutes. Alors moi je croyais que c'est parce que le ministre allait partir. Mais en fait, bon, j'ai terminé. Le ministre et moi nous sommes levés. Et là, immédiatement dans la salle, il y a 10 ou 20 personnes qui ont brandi des pistolets. Et en face d'eux, la garde présidentielle a brandi des pistolets. Tout le monde était là, pistolet contre pistolet. Et si quelqu'un avait tiré, ça aurait été un bain de sang. Hein. Donc le commissaire m'a pris à l'arrière comme ça. Il m'a emmené, je ne sais même pas comment je suis sorti dans les coulisses. Je me suis retrouvé dans le parking souterrain et on est parti avec les sirènes hurlantes et tout. Voilà. Bon, c'était une première fois. En quelle année, Thierry, sous le règne de Chavez? Oui, à l'époque de Chavez, oui. Je suis allé très souvent à l'époque de Chavez au Venezuela. Par contre, je ne suis allé qu'une fois à l'époque de Maduro et je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais la deuxième fois, j'étais invité avec mon compagnon chez une personnalité vénézuélienne et il y avait un dîner et on a servi les assiettes du dîner. Mon compagnon mange très peu. Bon, et moi j'avais une faim de loup. Et il se trouve que les assiettes qu'on avait, lui il avait une très grosse assiette et moi j'en avais une plus petite que tout le monde. Alors il a échangé nos assiettes. Bon. Donc moi j'ai mangé, lui il a mangé en fait l'assiette qui avait été préparée pour moi. Et quand nous sommes rentrés à l'hôtel, il a été pris de vomissement, il s'est dirigé aux toilettes, s'est mis à vomir, il s'est effondré. J'ai appelé la garde présidentielle puisqu'ils étaient à la porte de ma chambre. Ils ont appelé l'équivalent du SAMU et mon compagnon s'est mis à trembler. Et puis il bavait, c'était terrible. Et quand le médecin est arrivé,
La première chose qu'il a dit, c'est « cet homme a été empoisonné ». Alors, ils lui ont donné des médicaments, tout ça, mais lui, il est resté pendant 6 mois dans un fauteuil roulant, hein, il ne pouvait pas. Hein. Ah oui, quand même. Donc, c'était sérieux. À la même époque, Delcy Rodriguez a été victime d'un empoisonnement identique et elle a failli mourir, elle aussi. Mais dans ton cas, est-ce que c'était lié aux révélations dont tu es l'auteur sur le 11 septembre? Oui, c'était lié à ça et à d'autres choses, oui, oui. Et quelles étaient les autres choses, si tu veux bien nous dire? Non, je ne veux pas dire. Bon, ben, je ne vais pas insister alors. Alors, le dossier Epstein, Thierry, ça fait des mois qu'on nous gargarise avec ça. On a droit à des révélations toujours plus croustillantes de semaine en semaine. Mais là, je crois que la bombe a explosé vraiment, en tout cas en partie, puisqu'il reste encore 3 millions de documents non publiés. Mais ces documents publiés éclaboussent, si j'ose dire, le monde occidental d'une manière incroyable, parce que des États-Unis en passant par le Royaume-Uni jusqu'à la France, on constate que beaucoup de personnes connaissaient ou avaient des liens directs avec Jeffrey Epstein. Alors, Jeffrey Epstein, est-ce qu'on peut dire que Epstein, c'est une anomalie dans le système ou c'est le système lui-même? Non. Jeffrey Epstein est un agent du Mossad depuis au moins 20 ou 30 ans. Bon, ben, faut que ce soit officiel, ça. Même plus que ça, puisqu'il était déjà un agent du Mossad impliqué dans l'affaire Iran-Contra, donc dans les années 80. C'est lui qui a été l'agent israélien qui a établi les contacts avec Hassan Rouhani, qui à cette époque-là a été député, après il est devenu président de la République islamique, et avec Rafsanjani, qui lui devait être président de l'Assemblée, il est devenu président de la République. Donc lui était déjà un agent du Mossad. Et il y a actuellement en Iran autant de révélations sur des hautes personnalités qu'il y en a aux États-Unis. D'accord. Mais nous, Français, on a découvert avec surprise, et je pense que Dieudonné, le premier, a eu la surprise de découvrir son nom dans les dossiers Epstein. Et bizarrement lié à Ariane de Rothschild, la branche française des Rothschild, représentant le groupe Edmond de Rothschild. Et en lisant les mails, on comprend que Ariane de Rothschild s'adresse à Jeffrey Epstein, lui exposant le fait que Dieudonné serait un homme politique français alors qu'il n'est qu'un humoriste, et qu'en clair, il fallait trouver une solution pour s'occuper de son cas. Alors, ayant entendu l'autre soir, ayant suivi avec beaucoup de plaisir et d'attention le direct de Dieudonné sur X, d'ailleurs je le signale, hein, il a fait exploser les compteurs, plus de 730 000 vues en l'espace de 24 heures. Je pense que l'opinion publique française a vraiment soif de comprendre et de savoir ce qui se passe. Parce qu'en réalité, derrière Dieudonné, il y a d'autres personnalités comme Alain Soral, comme Tariq Ramadan, et peut-être d'autres qui ont la particularité de déplaire au pouvoir suprême. Quelle a été ta réaction en découvrant ce mail d'Ariane de Rothschild à Epstein, lui demandant en fait de s'occuper du cas Dieudonné? Alors moi, je ne connaissais pas ce mail, je n'ai pas lu ça, mais pour moi, l'affaire Epstein, c'est
une opération de chantage à très grande échelle. L'objet d'Epstein, c'est le chantage. Il est chargé de lier des liens financiers ou sexuels avec des personnes, de les impliquer dans des opérations criminelles et après de les manipuler comme il le souhaite. Il a longtemps travaillé pour les sionistes révisionnistes, le groupe d'Yitzhak Shamir, en fait. Vous savez qu'il s'était installé dans le Mossad. Et aujourd'hui, enfin, jusqu'à sa mort, il travaillait pour Ehud Barak, qui est dans l'autre côté de la vie politique en Israël, qui est Ehud Barak étant un homme de gauche. Quand il travaillait pour Barak, il était chargé de vendre des logiciels espions. C'est lui qui a vendu je cherche le nom de ces logiciels qui ont été utilisés par toutes sortes de services secrets parce que quand Pegasus, voilà, c'est ça. Donc c'est lui qui a vendu ces choses-là. Ça n'était pas vendu ailleurs. Et acheter ces logiciels espions, c'était prendre le risque que Israël écoute la même chose que ce que vous écoutez. Il faut savoir que personne ne sait vraiment comment marchent ces logiciels. En tout cas, ils ont été utilisés dans toutes sortes de pays européens et dans des alliés de l'Europe et partout. Bon, donc, pour vendre ses affaires, il avait besoin de pouvoir faire pression sur des gens. Il avait également besoin d'avoir des informations pour ses amis en Israël. Non, ce qui est connu au Royaume-Uni, c'est que Peter Mendelssohn, qui était quand même un personnage extrêmement important, c'était le numéro 2 au Royaume-Uni, hein. Alors, à l'époque de Gordon Brown, tout au moins. Donc, Peter Mendelssohn a donné en temps réel à Epstein des informations sur la manière dont le Royaume-Uni allait réagir à la crise économique de 2008. Donc ça, c'est des informations qui ont dû rapporter des milliards aux Israéliens quand ils les ont eus. Donc que Peter Mendelssohn, qu'on les fait chanter pour une affaire sexuelle, ça paraît très probable. Parce que c'est pas pour de l'argent qu'on l'a fait chanter. Donc tu penses que ce système qu'a mis en place le Mossad et Jeffrey Epstein aux États-Unis a été reproduit à l'identique dans les pays européens? Non, c'est pas ça. Sa clientèle, c'était la jet set. La jet set n'a pas de frontières. No border. Hein? Donc, c'est les gens qui pensent que c'est les riches sans frontières. Voilà, on est riches sans frontières. Nous, on est journalistes sans frontières. Mais oui, eux, ils sont riches sans frontières et ils se promènent partout et voilà. Bon. Mais alors, donc, il s'est trouvé en lien avec des gens dans le monde entier. Mais alors, j'ai une question, Thierry, peut-être, je ne sais pas avoir. D'où vient la fortune d'Epstein? Et pourquoi lui a été choisi? Bon, déjà, il était assez dépravé sexuellement, donc ça c'est clair, ça pouvait coller déjà avec le travail, entre guillemets, qu'ils lui ont confié. Mais on peut s'interroger sur, parce que sa fortune à la fin s'élevait de mémoire à plus de 500 millions de dollars. Donc, d'où vient son argent quand même au début et pourquoi lui a été choisi? Enfin, peut-être, je ne sais pas si on a les réponses, mais... Non, je ne sais pas, mais
à partir du moment où il faisait ce travail, quand on lui donnait de l'argent, même s'il ne touchait que 5% de commission ici et là, il devait toucher des sommes monstrueuses. Évidemment. Évidemment. Oui, mais il avait aussi tout pouvoir de gestion sur la fortune de Wexner. Oui. Qui non seulement mettait sa fortune à sa disposition, mais aussi ses villas, ses propriétés. Oui. Et Epstein en jouissait comme si c'était à lui. C'est le même groupe. D'accord. C'est vraiment le même groupe. Wexner, c'est l'homme qui... comment dire? C'est lui qui imaginait la stratégie médiatique. Ah oui. Pour l'État d'Israël. Oui, c'est-à-dire qu'autour de Epstein, il y a toute une organisation, en réalité. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est une organisation. C'est pas un homme seul. Oui, voilà. Et pour prendre les gens dans ses filets, il devait avoir 50 personnes qui devaient suivre sa cible, lui donner des détails sur la manière de l'approcher, et il arrivait, il savait tout sur la personne quand il débarquait. Donc ça correspond bien en fait en réalité à un système. C'est-à-dire que là, ils ont fait tomber, je vais essayer de raccourcir un peu, mais on peut développer bien entendu. En fait, ils ont fait tomber Epstein parce qu'Epstein, bon, ben, finalement, il devenait un fusible dangereux, donc il fallait le faire sauter. Ils l'ont fait d'ailleurs. Mais le système, lui, va continuer à perdurer avec ses compromissions, ses perversions, ses rivalités, etc. Et surtout faire pression, en fait, sur son voisin. En fait, ils se tiennent tous un peu, plus ou moins, par la barbichette, hein, si je peux dire. Mais le système, en réalité, va perdurer, c'est ça? Et aux États-Unis, il y a un précédent. Oui. C'était, je pense, à l'époque de Nixon. La CIA avait mené une opération pour pouvoir manipuler des membres du Congrès et faire voter tout ce qu'elle voulait faire voter. Donc, elle avait proposé des services sexuels à des membres du Congrès et puis elle les avait fait chanter. Mais il faut toujours aller plus loin là-dedans. Donc, au bout d'un moment, ils ont dit, on va leur proposer des histoires avec des enfants. Et donc, ils ne pouvaient pas faire ça aux États-Unis, c'est pas très discret quand même. Et la CIA a organisé des bordels d'enfants aux Philippines. Tout ça est très documenté aujourd'hui. Et les Philippines sont devenues un gigantesque bordel. La CIA faisait venir là-bas tous les gens auxquels elle voulait rendre des services pour pouvoir les faire chanter après. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Lorsque Ferdinand Marcos est tombé, tout ce système s'est effondré. Mais la CIA ne s'est pas arrêtée pour autant. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu ce que même, je fais le rapprochement très vite avec Davos, par exemple. Davos 2026, le recours aux prostituées de luxe, donc escort girl, escort boy, est en pleine ascension, c'est-à-dire qu'à Davos, finalement, en dehors du fait que, ils échangent quelques conversations, en réalité, je vais être un peu cru, Davos est un gigantesque bésodrome. C'est-à-dire, où là, je lisais un rapport où, effectivement, pour avoir 5 femmes, ensemble, ça coûtait à peu près 100 000 euros. C'est documenté. Hein. Donc, c'est inévitable, ce genre de choses. Ouais. Et je pense qu'il faut se poser la question d'une autre manière. Si vous voulez faire de la politique, comment vous protéger de ce genre de choses? Si vous voulez faire de la politique, sachez qu'on va commencer par mettre des gens dans votre lit. Oui, c'est le problème. Donc, vous devez vous protéger de ça. Mais en France, c'est partout pareil en fait. Nous avons des gens qui, lorsqu'ils font de la politique, essayent d'avoir du pouvoir et après, quand ils ont du pouvoir,
ils veulent pouvoir en profiter. Mmh. Bon, mais ça, c'est un piège immédiat. Il y a déjà eu des pièges comme ça en France. Il y a eu l'affaire Urbain-Graco. Vous savez, c'était le parti socialiste qui avait corrompu un certain nombre de parlementaires. Ils avaient installé en fait un bésodrome juste à côté de l'Assemblée nationale, mais vraiment en face. Hein. Ah, je me rappelle plus ça. C'était en quelle année ça? L'affaire Urbain-Graco, je pense, c'est la fin de l'époque de Mitterrand. Ah oui, d'accord. Et donc, à ce moment-là, les parlementaires invités allaient dans cet appartement privé, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était bourré de caméras. Oui. Et voilà, ils tombaient instantanément dans un chantage. Oui, autrement dit, Ce qu'il c'est faut pas avoir en nouveau. tête, c'est que en France, on a retrouvé les cassettes de ces vidéos. La police a retrouvé toutes les cassettes de ces vidéos. Oui. Mais on n'a jamais su quelles étaient les cibles. Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les principales cibles d'Epstein. Vous savez qu'il y a 25 personnes qui ont négocié avec le procureur des États-Unis et qui ont obtenu l'immunité. Oui, c'est vrai. Donc, tous les dossiers concernant ces 25 cibles sont secrets. Ouais, ils ne seront jamais divulgués, du coup. Enfin, je ne sais pas, probablement jamais. Ah ben non, s'ils ont tracté automatiquement. Ah ouais. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça. Ils ont acheté leur silence, quoi. Le silence et l'impunité. Vous savez aussi l'affaire Doucet. Ah Alors, oui, c'est vrai. il se trouve que j'ai été un des témoins principaux dans cette affaire, donc je peux en parler. Le pasteur Doucet, c'est un homme qui transportait des photographies pédophiles d'un point A à un point B. Mais faisant ça, il savait qui était au point A et qui était au point B. Oui. Et voilà, à un moment, il a voulu, il a fait le malin, il a voulu faire chanter ses employeurs. Oui. Donc voilà, les choses ont dégénéré. Et elles ont dégénéré parce que une des personnes qui l'aurait pu faire chanter, je ne sais pas s'il l'a fait chanter, mais qui l'aurait pu faire chanter, était un homme politique extrêmement important en France. Très, très important. Et la sécurité de l'Élysée a voulu protéger cette personnalité et c'est la sécurité de l'Élysée qui a enlevé le pasteur Doucet et je ne sais pas, ils ont été violents avec lui, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas il est mort. Bon, cette affaire... C'était qui cette personnalité? Je ne vais pas le dire, je l'ai dit et je l'ai écrit, mais je pense que si je redis son nom, ça ne fera que vous brouiller, vous empêcher de voir le fin mot de cette histoire. Parce que le fin mot de cette histoire, c'est que il y avait une organisation, alors c'était pas M. Epstein, hein, c'était un groupe nazi, des anciens de la FAN. Il y avait un parti nazi en France hein, qui a été dissous par le Conseil des ministres. Donc, des anciens de la FAN qui travaillaient pour le compte de l'OTAN. Et donc, ils proposaient des services sexuels avec des enfants à des personnalités pour les faire chanter pour le compte de l'OTAN. J'ai écrit tout ça à cette époque. Hein. Il y a encore des choses qui sont disponibles sur Internet. Ce n'est pas une des raisons qui ont poussé la CIA à s'intéresser à toi, entre autres?
pense qu'ils avaient beaucoup de raison. Bon. Autrement dit, donc, ce que je veux dire, c'est que il y avait un certain nombre d'hommes politiques et de grands chefs d'entreprise qui étaient impliqués dans cette opération. Et lorsque on a retrouvé le cadavre, enfin les restes du pasteur Doucet, on n'a pas sorti la liste des gens qui avaient bénéficié de ces services. En fait, vous n'en savez rien. Autrement dit, Jeffrey Epstein, c'est finalement bis repetita, quoi, à tout un tas d'affaires. Bis repetita, oui. Et malheureusement, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres jusqu'au moment où on dira on fait le ménage pour de vrai. Mais chaque fois, on met sous la carpette. Oui, c'est ça le problème. C'est que tout est mis sur la carpette. Peut-être ça s'arrête quelques années, puis ça reprend après. Bon, si vous voulez bien, je voudrais vous diffuser une courte déclaration de Dieudonné avant-hier soir au moment de son direct sur X. Et j'en profite pour dire qu'on est près de 2700 en direct actuellement. Super. Alors, voilà, Dieudonné, il arrive. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Vous êtes actuellement 30 000 personnes dans un live X. Bon, X a été perquisitionné ce matin, combien de temps ça dure, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes là. Incroyable. Petite introduction, donc, il y a toujours eu en France, vous le savez, des artistes dérangeants. Pas le premier, hein. Des voix qu'on a voulu corriger, des œuvres qu'on a voulu faire taire. On a censuré Molière, on a interdit Beaumarchais, on a poursuivi Baudelaire devant les tribunaux pour ses fleurs du mal, étudiées aujourd'hui en classe. On les a attaqués, ces gens-là, diffamés, combattus. Mais on leur a toujours laissé un petit espace quand même d'expression, un théâtre, une plume, une scène quelque part, un chant. C'est là que mon histoire diffère de celle des autres, car moi, hormis la particularité d'être un nègre, je suis interdit partout et tout le temps. Et ça, c'est assez nouveau. Sur instruction des différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis près d'une vingtaine d'années, vous rendez-vous compte. Mais ce soir, je ne me lamenterai pas devant vous. Non, je ne veux pas me lamenter sur mon sort. Pourquoi ? Car depuis ce week-end, autre chose s'est joué, oui, à un niveau que je ne pouvais imaginer. C'est féerique. Le Monde ouvre aujourd'hui des dossiers, vous le savez, des mails, des dates, des noms, un nom en particulier, Epstein. Merde. Un nom qu'on ose à peine prononcer. Et au milieu de ce chaos mondial, il y a des suicides, des démissions, enfin, c'est le chaos, c'est l'explosion générale, un message daté de décembre 2013 refait surface. Et là, stupéfaction. Qu'est-ce que je découvre ? Mon propre nom. Merde ! Enfin, mon prénom, en l'occurrence, puisque je me prénomme Dieudonné Malambala. Je ne dis pas que ce message apparu donc dans le dossier Epstein, message qui devait rester secret, explique tout de mon chemin de croix, mais quand même, je dis qu'il ouvre la porte à bien des interrogations, ce mail. Car celle d'ailleurs de l'autrice, l'auteur, l'autrice, elle ne l'a pas démenti, ce mail. Alors donc on peut se dire, qu'est-ce qui se passe ? Qui ne dit mot consent ? L'auteur de ce mail se cache aujourd'hui. Est-elle effrayée par le scandale que sa famille avait toujours réussi à contourner, à éviter ? Chez les Rothschild, la discrétion était jusqu'alors un sacerdoce. Mais alors là, évidemment,
Imaginez aujourd'hui se retrouver embringué dans cette ignominie internationale en compagnie donc d'Epstein, hein, le méchant, le Lucifer, et pire encore, j'ai envie de dire, pour Madame de Rothschild, avec Dieudo, en duo, hein, un cauchemar, j'imagine, pour elle, pour Madame la baronne. Et je dis ça sans accuser personne, une enquête est en cours, les avocats travaillent, qu'est-ce qui se passe? Ce que je peux dire, c'est qu'après ce mail de Madame Rothschild, presque immédiatement, dans la chronologie, une mécanique implacable s'est mise en marche. Une mécanique systématique, méthodique, hein, interdiction en chaîne, circulaire, pression, une vague inédite hein, de brutalité administrative du jamais vu en France pour un artiste. Vous en êtes conscient d'ailleurs. Alors ici, on ne débat pas, on ne critique pas avec ces arrêtés. Non, on condamne, on ruine, on emprisonne un homme, un père de famille. On interdit partout, on empêche de parler, on coupe la route, on coupe la scène, on coupe la salle. Le petit monde politico-médiatique profère et la justice, elle, entérine jusqu'au Conseil d'État. J'ai fait le tour du jeu, moi. Quand un artiste n'est plus contesté mais effacé, quand le lynchage devient administratif, quand le silence est imposé comme solution, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ce n'est plus une controverse culturelle, non, c'est un précédent, oui, on peut le dire, une exécution sociale, administrative, inique. Qui a les moyens de telles actions? On nous aurait... Qui a les moyens de telles actions? Alors Thierry, je sais que Dieudo et toi, vous connaissez bien depuis longtemps. Mais ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Ben, on va essayer de vous remettre en contact. Oui, c'est une occasion pour nous de vous recevoir tous les deux avec grand plaisir. Quelle a été ta réaction au moment où tu as découvert cette information? Parce que on a là donc Ariane de Rothschild qui, bon, indépendamment du fait que elle est probablement l'une des personnes les plus riches de France ou du monde, se permet de s'adresser à Jeffrey Epstein, demandant à celui-ci de trouver une solution pour faire taire Dieudonné, ou en tout cas le détruire socialement, économiquement. Mais derrière Dieudonné, comme je te le disais hors antenne, il y a d'autres personnages qui payent un prix très lourd pour leur déclaration, pour leur position, et je pense notamment à Alain Soral et Tariq Ramadan. Ils ont en fait sur le dos exactement la même fine équipe. Quelle a été ta réaction quand tu as appris ça, Thierry? Alors, je n'avais pas écouté la vidéo là et en fait, je n'avais pas saisi la chronologie qu'il a donnée puisqu'il explique que le premier mail d'Ariane de Rothschild correspond au début de sa persécution. Oui, quelques semaines après, une ou 2 semaines après, à travers Manuel Valls. C'est effectivement très étonnant. J'ai expliqué au début de cette émission que Jeffrey Epstein travaillait pour le Mossad depuis très longtemps, que c'était un agent important du Mossad. Donc, elle pensait qu'il c'était un agent très important du Mossad puisqu'elle s'est adressée à lui pour obtenir de faire taire Dieudonné. Mais pourquoi effectivement, Ariane de Rothschild ne s'est pas adressée directement à Valls? Comment expliquer qu'elle soit passée par l'intermédiaire d'Epstein? Elle s'est adressée à une partie très claire du Mossad. Oui. C'est plus efficace que de s'adresser au Premier ministre. D'accord. Alors on va dire que le Mossad avait des arguments convaincants.
Il a été capable d'organiser la campagne à laquelle on a assisté. Mais ça en dit beaucoup quand même sur les atteintes aux droits civiques, les atteintes à la liberté d'expression dans ce pays. Comme je te le disais encore une fois hors antenne. Pas uniquement dans ce pays. Oui, et pas uniquement dans ce pays, mais effectivement, Voltaire finalement devait avoir raison quand il disait « Si vous voulez savoir qui vous dirige, regardez ceux que vous ne pouvez pas critiquer ». Donc, en fait, c'est une officialisation de cette donnée-là. On sait désormais qui nous dirige. Alors, si on sait qui nous dirige, à quoi servent les élections ? Pas de réponse. Non, mais c'est pas ça. Tout le monde voit très bien. Aujourd'hui, les élections, piège à con, hein, c'est quand même, quand même, on ne peut pas dire que les 3 derniers présidents de la République soient représentatifs du peuple français. C'est évident que non. Mais c'est aussi en partie lié au fait qu'il y a quand même un peu plus de 50% d'abstentionnisme dans notre pays aussi. Enfin, non, c'est d'abord dû aux règles électorales. Nous avons un système, c'est conçu exactement comme en Iran, hein, je vous signale quand même. Parce en Iran, vous avez le conseil de discernement qui trie les candidatures. Vous avez 50 candidats, non, il y en a 3, 4, 5 qu'on va retenir, mais tous les autres, on les met dehors. En France, on procède de la même manière. Oui, il faut 500 signatures pour pouvoir se présenter. C'est complètement aberrant. Oui, et en plus, François Hollande a fait lever l'anonymat des maires, voilà, qui veut dire que les maires ne peuvent plus parrainer tranquillement qui ils veulent, puisqu'ils sont obligés de le faire à visage ouvert, ce qui réduit considérablement. Il faut savoir que quand Charles de Gaulle a été élu, ça n'existait pas ce système. Il y avait 100 signatures qu'on avait pour éviter qu'il y ait trop de monde. Mais 100 signatures, ça restait abordable par tout le monde. Les 500 signatures comme ça ne l'est pas. C'est sûr. Donc non, nous sommes dans un système d'une démocratie contrôlée, c'est tout. Une fausse démocratie, un état de non-droit. J'aimerais vous faire écouter la déclaration de Et vous avez en plus, pardon, il y a en plus qu'on a rajouté les interdictions de se présenter pour des motifs judiciaires. C'est une aberration invraisemblable. On vient de condamner une personne qui voulait se présenter à la présidence de la République et qui a derrière elle un très grand parti et a été condamnée comme ça, c'est incompréhensible. Ouais. Donc, quand on dit que c'est une démocratie dirigée, c'est une démocratie dirigée au sens d'une dictature, oui. C'est clair. Ou au choix, un système mafieux. Oui, Thierry, oui, bien sûr. J'aimerais te faire écouter la déclaration d'Alain Soral dans le direct de Dieudonné, parce qu'il dit une chose qui a attiré mon attention. Mais il faudrait quand même revenir un peu sur le dossier Epstein. Or, en fait, si on revient sur le dossier Epstein, de ce qui nous a été montré pour l'instant, on n'a pas de pédocriminalité visible pour l'instant. On peut supposer que c'est bien pire que ce qu'on nous montre. Et d'ailleurs, je crois qu'un procureur américain a dit, pour l'instant, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas vous montrer, tellement c'est horrible et tellement c'est au-delà de tout. Mais ce qu'on nous a montré tout pour l'instant, c'est des élites en fait, qui baisent au-dessus de leurs moyens, ce qui a toujours été le principe des élites, avec des jeunes femmes qui sont quand même toutes post-pubères. Mais le noyau dur de problématique, ce que d'ailleurs Fuentes l'a fait remarquer parce qu'il est tout sauf bête, c'est qu'on a un Epstein en permanence qui dialogue avec ses corps-légionnaires et qui dit nous manipulons des goy. Et moi, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas ce petit mot. On a des gens qui se présentent comme juifs et qui disent qu'ils manipulent des gens qu'ils méprisent et qu'ils prennent pour des imbéciles ou des esclaves et qu'ils appellent les goïms. Voilà. J'aimerais quand même à un moment donné, puisque c'est quand même peut-être le fond du dossier, c'est que nous, goïms, quand on refuse de se laisser humilier par ces gens-là, c'est-à-dire le gang Epstein, qui est une mafia, on se fait condamner pour racisme. C'est quand même le fond du problème. Alors que moi, j'ai toujours prétendu, président d'un mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation,
pas peuple élu et terre promise ou ni pardon ni oubli. J'ai été systématiquement condamné pour racisme, alors que je suis fondamentalement un antiraciste. Et que Dieudonné, qui soit un métis, c'est-à-dire un antiraciste structurel, puisqu'il est noir et blanc en son sein, a été systématiquement condamné. Bien. Il y a de la pub au milieu, donc on va arrêter ça. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. On est, nous qui sommes... moi, je suis un adepte du droit international. Je considère que ne pas se soumettre au droit international, c'est entrer dans la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, évidemment, est néfaste pour chacun de nous. Et lorsque j'appelle au respect des résolutions de l'ONU, c'est parce que j'espère qu'un jour Israël retrouvera la raison et qu'il comprendra que le seul moyen de garantir sa sécurité, c'est de respecter ses voisins s'il veut lui-même être respecté et vivre en paix. Mais le simple fait de critiquer, tu l'as vu, Thierry, la loi Yadan a été votée, je ne sais pas si le vote a été définitif ou s'il y a eu des amendements, donc des modifications, mais la loi Yadan est profondément liberticide. Ça veut dire que dans ce pays, tu peux critiquer Dieu, tu peux critiquer n'importe quel État au monde, mais si tu critiques Israël, tu es immédiatement taxé d'antisémitisme. Quand par ailleurs tu découvres la manière dont les gens de la tribu d'Epstein parlent des non-juifs, nous, les goyim, en disant qu'en fait Dieu nous a créés pour être les esclaves de nos maîtres juifs, est-ce que ça, c'est pas du racisme? Est-ce que ça, c'est pas du suprémacisme? Bien sûr que si. Mais... Donc, comment devons-nous réagir quand on nous traite d'antisémites sous prétexte que on soutient l'opprimé face à l'oppresseur? Alors, moi, j'ai pour habitude de ne pas répondre quand on m'insulte, que ce soit que je sois antisémite ou et tu as raison, n'importe quoi. Pour moi, les gens qui procèdent à des insultes comme ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas discuter, c'est tout. Moi, je passe mon chemin. Oui, moi je les bloque sur X quand il y en a un qui commence à partir un peu trop dans les insultes et tout ça. Moi je les bloque. Je leur dis hop, au revoir. Mais en France, cette année, depuis 2023, 800 personnes ont été arrêtées, interpellées pour s'être exprimées sur le problème israélo-palestinien en étant solidaires de la cause palestinienne. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on ne peut plus faire pencher son cœur du côté des Juifs? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que la manière dont on parle de la question israélo-palestinienne comporte en elle-même, sans que nous nous en rendions compte les uns les autres, des formes de violence et d'agression dans notre vocabulaire. Et c'est ça qui est sanctionné. Oui, mais tout à l'heure, encore une fois, hors antenne, on disait, toi et moi, nous ne critiquons pas Israël pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et on a même précisé que si des Esquimaux se comportaient de cette manière, nous les dénoncerions de la même manière. Est-ce que c'est un argument recevable ou non? C'est absolument recevable, mais il faut préciser, quand tu dis que tu t'en prends à Israël, il faut préciser vraiment à qui tu t'en prends. Parce que Israël, c'est un État composite avec des gens qui viennent d'endroits complètement différents, qui se détestent entre eux. Quand on regarde leur presse, elle est vis-à-vis les uns des autres beaucoup, beaucoup plus violente que les débats que nous avons en France. Donc, si tu dis que tu dénonces Israël, tu donnes l'impression que tu dénonces
toute la population israélienne, alors que tu ne veux en dénoncer que quelques-uns. Donc, je dénonce la politique, je ne mets pas. Oui, tu dénonces la politique. Je ne rends pas responsable de tous les Israéliens, bien que Abby Martin a dit que lorsqu'elle est allée en Israël, quand elle en est repartie, elle a dit c'est toute la société israélienne qui est malade, parce que 80% d'entre eux soutiennent le génocide. Oui, mais s'il y en a 20% qui sont contre, voilà, il faut se souvenir, pendant la guerre mondiale en France, il y avait 5% de gens qui étaient dans la résistance. Et les autres fermaient les yeux. Voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a eu à peu près que 500 000 cartes de résistants officiellement imprimées. Donc, nous ne sommes pas supérieurs à ces gens-là. On a les mêmes défauts. Monsieur Hunter Huxter, si les discussions de comptoir ne vous intéressent pas, soyez gentil, la porte est là. Merci, au revoir. Excusez-moi, je faisais le ménage. Ah, à toi, Claude. je me demandais à qui tu... D'accord, ok. Pour répondre quand même à la question que posait Alain Soral, enfin, il ne la posait pas à moi ni à nous, mais dans la vidéo, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de preuves de la pédophilie et de la pédocriminalité dans le réseau Epstein. Ceci étant, je suis quand même tombé sur un rapport assez intéressant. Le parquet d'Ankara a ouvert une enquête sur un trafic d'enfants turcs vers l'île de Jeffrey Epstein. Apparemment, il y aurait eu 104 531 enfants turcs disparus. Et quand on parle d'enfants, on parle vraiment d'enfants, là. C'est-à-dire qu'il y a 2 procureurs turcs qui sont en train de travailler sur ce dossier pour essayer d'établir les faits, ce qui s'est réellement passé. En tout cas, là, effectivement, il ne s'agit pas d'adolescents proches de la majorité, il s'agit bien d'enfants. Et il y en a quand même plus de 100 000. Oui, il faut se rendre compte que dans la presse ici, on parle de jeunes filles constamment qui sont avec Epstein. Mais il y avait aussi des jeunes hommes, pas uniquement des filles, mais aussi des garçons. Mais Thierry... D'ailleurs, l'affaire de Peter Mandelson en Angleterre, Peter Mandelson est publiquement homosexuel, il est marié avec un homme. Et je disais, ça n'est pas pour de l'argent qu'on l'a fait chanter, c'est pour autre chose. Thierry, est-ce que tu crois au suicide d'Epstein? J'en sais rien, je n'ai pas les éléments, je ne sais pas. Non, mais ton intime conviction. Mais j'ai pas d'intime conviction, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Peut-être s'est-il suicidé, peut-être l'a-t-on assassiné, je n'en ai aucune idée. Ou peut-être a-t-il été extrait? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Non, ça je ne crois pas. Ça je ne crois pas. Donc toi, tu crois qu'il est mort? Oui. Bon, comment ça, je ne sais pas. De toute façon, si au bout d'un moment le fusible était cramé, il fallait bien le mettre il en ne pouvait plus servir à personne. Voilà. Donc à un moment donné, ils ont juste retiré le fusible. Après, ça c'est un peu mon intime conviction. Pour moi, le suicider, je ne crois pas une seule seconde, mais après. Quand on disait que c'était un système, nous avons tous en tête que sa secrétaire et compagne, c'était Ghislaine Maxwell. Oui. La fille du magnat de la presse, M. Maxwell. Quand je dis le magnat de la presse, c'est quelque chose de gigantesque, hein, parce que c'est des chaînes de télévision, c'est des télés, c'est des journaux en Angleterre et en Australie, et puis dans bien d'autres pays.
il ne pouvait pas organiser seul les déplacements de ses appâts. Je ne dis pas de ses victimes, de ses appâts. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Madame Maxwell n'était pas la seule personne qui a rendu ce genre de service à Monsieur Epstein. C'est évident, ouais. C'est évident. Oui, il y avait toute une organisation derrière. C'est sûr qu'il n'a jamais agi seul. Ouais. Oui, absolument. Il a remercié les gens qui lui ont rendu service dans son testament. Ah ben oui, c'est vrai, puisque la fille Lang a été couchée sur le testament d'Epstein pour 5 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire, c'est ça? Elle aurait refusé. Je sais pas. Point d'interrogation. Bon, tout comme son père, il ignorait que son nom figurait dans les statuts de cette société domiciliée aux îles Vierges. Oui, il ignorait, mais elle aussi, elle ignorait qu'elle était sur ce testament. Elle l'a appris par la presse. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des gens qui sont blancs comme neige. Donc, il n'y a que nous que ça choque. Voilà. Enfin, ce qui serait pas mal, ça serait quand même que Jack Lang puisse terminer d'être sa fonction d'être président de l'Institut du monde arabe, parce que là, ça va bien. À 10 000 euros par mois, ça commence à bien faire. Quoi. Voilà. Oui, alors, la théorie de Jack Lang, selon laquelle sa relation était uniquement tournée uniquement autour du mécénat qu'exerçait Epstein, c'est une possibilité, mais de toute manière, comme nous savons que Epstein, la seule chose qui l'intéressait, c'était des informations et du chantage, donc il faut comprendre qu'en étant président de l'Institut du monde arabe, il avait des informations très sensibles. Vous savez, par exemple, s'il organise des transferts d'œuvres d'art d'un pays arabe vers Paris et retour, eh bien, il doit savoir où est-ce qu'il va y avoir des conflits, parce qu'il ne va pas risquer que ces œuvres d'art soient interrompues, oui. Vous voyez? Donc, il a des informations particulières comme ça. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas le maintenir à ce poste. Ça y est, ça commence à bien faire. Mais bon, avec notre gouvernement français, je ne sais pas. Tout est possible. Vont-ils le maintenir? Indépendamment des 10 000 euros par mois qu'il coûte, il est quand même paradoxal que l'Institut du monde arabe ne soit pas confié à un musulman. Non, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas non plus. Ça ne me choque pas, mais... Moi, si. On peut pas être musulman. Pas forcément, Eric, puisque l'Institut du monde arabe est quand même à Paris. Donc, non, mais il y a une forme d'humiliation vis-à-vis des musulmans et des Arabes à mettre à la tête du monde arabe, de l'Institut du monde arabe, un juif. Si ça ne choque personne, moi, ça me choque. Moi, cette idée-là ne me choque pas. Ce qui me choque, moi, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est que les États arabes continuent à le choisir pour présider cet institut, sachant qu'il avait des relations si étroites avec le Mossad. Ça me choque. Oui, effectivement, plus choquant. Effectivement. Et aussi que Jack Lang, quand même, a des affaires un peu ténébreuses, puisque ça a été révélé en public avec l'affaire Coral et au Maroc aussi, Marrakech. Et on n'a pas parlé de l'affaire Doucet. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais vous faire écouter une réaction de Guy de Lafortelle, qui est le dirigeant du média Tocsin. Bonjour Clémence. Alors, quel est votre sujet du jour?
Aujourd'hui aussi, on parlait d'Epstein encore un peu et de ses fichiers. Ouais. Mais je me suis et en particulier ce qu'on découvre dans les fichiers Epstein sur les relations avec la famille Rothschild et en particulier les fichiers Epstein débordent d'informations sur la relation entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild. Oui. Et il y en a dans tous les sens. On se rend compte qu'en fait, on est en train de reconstituer petit à petit un tableau dont il nous manque plein de pièces. Mais là, on a trouvé une pièce assez intéressante sur la relation entre Epstein et Ariane de Rothschild. Donc, Ariane de Rothschild est l'épouse de feu Benjamin de Rothschild, qui est décédée en 2021. C'est elle, désormais, qui est à la tête du groupe Edmond de Rothschild. C'est ce qu'on appelle la branche française, qui, elle, s'est expatriée à Genève. Donc maintenant, c'est des Suisses. Et qui sont connus comme étant vraiment les margoulins parmi les margoulins chez les Rothschild. C'est-à-dire qu'ils ont trempé dans un nombre de scandales assez importants. En France, on les connaît parfois parce qu'ils ont financé l'ASFAM, qui était une société d'assurance qui faisait de l'escroquerie à l'assurance à la FNAC. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces moments où dès que vous achetiez un téléphone ou un produit électronique à la FNAC, on vous faisait quasiment de la vente forcée pour l'assurer avec derrière des produits. C'était eux, il y avait le groupe Edmond de Rothschild qui était derrière. Et là, on se rend compte que, en fait, Jeffrey Epstein a eu un rôle absolument central dans le développement d'un des peut-être le plus gros scandale financier en termes de montant qu'on connaisse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du scandale, ce qu'on appelle 1MDB, qui était un fonds d'investissement malais. Alors, ça date un peu, ça date de 2015. Et dans ce fonds-là, en fait, vous avez le Premier ministre malais de l'époque qui est avec d'autres escrocs, celui dont on parle tout souvent, c'est un certain Joe Wu, qui ont détourné quand même 4,5 milliards de dollars. Ah oui. En particulier, ces 4,5 milliards de dollars ont été détournés via des sociétés offshore, des partenariats, avec des pays, des Émirats arabes unis, en particulier Abu Dhabi. Vous avez eu comme ça des escrocs ont envoyé de l'argent à ces sociétés-là, qui en ont renvoyé dans l'autre sens. Et au milieu de tout ça, vous avez le groupe Edmond de Rothschild. Et là où c'est intéressant, c'est que dans ces fichiers-là, on se rend compte, donc au moment où le scandale éclate réellement, c'est-à-dire au moment où les États-Unis ouvrent une enquête, on est le 16 septembre 2015, c'est ça. On a les échanges, et donc on a notamment, ça vient de la base, j'ai été les chercher en première ligne. Je n'ai pas été le seul à sortir ces emails, mais tout ça, c'est des choses, si vous pouvez les avoir, où vous avez un mail d'Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein, qui lui demande, alors, attendez, je suis en train de chercher dans tous mes mails, dans toutes les captures d'écran que j'ai faites. Attendez, celui du 16 septembre. Enfin, c'est évidemment celui que je. Vous croyez que vous allez pouvoir nous partager le mail ou pas? Ah oui, je peux. Alors attendez. Je vous rajoute une petite difficulté. D'importance. Non, voilà, il est là. 16 septembre 2015. Voilà. Alors, je vous fais ça. Là, donc, 16 septembre, vous avez ce fameux mail. Partager. Je vais pouvoir partager mon écran, non? Pourquoi il ne veut pas que je partage mon écran? Si ça va venir. Tac. Ouais, je suis up. Donc, est-ce que je peux ça? Non, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas partager mon écran. Ah, si, là. Voilà, ça va, on va y arriver. Paf. Oui, ça, vous le voyez ou pas? Pas encore, ça va peut-être venir. Pas du tout. Je précise que j'aurais été incapable de le faire, donc je vous ai demandé ça comme non, ça. Mais j'aurais dû. Mais sinon lisez-nous, on va voir si on peut le récupérer d'ici là. Je vais laisser ma vaillante équipe tenter de faire quelque chose. On l'a, Guy. Donc 16 septembre 2015, c'est le jour où les États-Unis lancent
l'enquête officielle sur cet énorme scandale 1MDB. Encore une fois, c'est entre la Malaisie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Ça nous a un peu moins touché en France, à part ce groupe Edmond de Rothschild et Ariane de Rothschild. Et donc, vous avez Ariane de Rothschild, c'est en bas, vous le voyez. Et, est-ce que tu peux avoir des informations sur ce qui est en train de se passer with APIC? Alors, elle se trompe, c'est pas APIC, c'est IPIC, qui est le fonds pétrolier d'Abu Dhabi, et le IPIC CEO d'Abu Dhabi, plus the problem with the Far East. Far East, c'est la Malaisie. D'accord? Et donc là, vous avez immédiatement Jeffrey Epstein qui répond. Free Nao, est-ce que tu es libre maintenant? Olivier, c'est Olivier Colomb. Il y aurait énormément à dire sur lui. C'était un conseiller de Nicolas Sarkozy pendant quand il était à l'Élysée, qui ensuite a été travaillé chez Edmond Rothschild et qui a présenté Jeffrey Epstein à Ariane de Rothschild. Et vous avez Cathy qui est Cathy Rummer, qui est, je pense, pardon, c'est juste Cathy, qui est une ancienne conseillère d'Obama, on va le voir, qui va s'occuper de négocier auprès des autorités américaines l'amende pour le groupe Edmond Rothschild. Donc ça, c'est le premier message, on est le 16 septembre. Ensuite, vous en avez un autre. Oh, c'est magnifique. Oh là là, quelle réalisation, c'est magnifique. C'est top. Vous en avez un autre où vous avez Jeffrey Epstein le 1er octobre qui envoie un article justement sur le scandale AMDB. Je ne vais peut-être pas l'ouvrir celui-là. Et vous avez Ariane de Rothschild qui répond « Oui, c'est pour ça que je suis si inquiète, pardon. » Et voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, la réponse de Jeffrey Epstein est caviardée. Ah oui. C'est pour ça que c'est les moments les plus frustrants, c'est que les moments où probablement il envoie un numéro de téléphone, quelqu'un à contacter, là, on ne sait pas. Non, ça, c'est pour après. Bon, j'ai oublié, il y a un autre mail. Bon. Le reste est très intéressant, mais on apprend par l'intermédiaire de ce monsieur que finalement les Rothschild sont impliqués dans de nombreux délits d'initiés et qu'ils ont gagné comme ça beaucoup d'argent à travers ces années. Donc on constate que non seulement on vit dans des États mafieux, non seulement ceux qui sont censés faire respecter la loi ne la respectent pas eux-mêmes, mais même les banquiers, finalement, pour les banquiers, le droit, ce n'est pas intéressant. C'est juste un obstacle qu'il convient de contourner, alors que nous, le petit peuple, évidemment, on est soumis à respecter la loi et d'une manière drastique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Thierry? Bon, d'abord, il y a plusieurs sortes de banquiers, mais donc ça, ce sont des banquiers d'affaires. Oui. Et ils font des affaires. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai vu passer un message sur l'écran qui disait les Rothschild, voilà, ils manipulent le monde. Voilà. Ça me paraît le genre de simplification qui nous aveugle. Voilà. Je ne pense pas que ni les Rothschild, ni quelconque autre puissance soit l'alpha et l'oméga du problème. Je pense qu'ils jouent un rôle, mais ils jouent un rôle parmi d'autres. Il n'y a pas un grand Manitou qui est le chef de tout ça. C'est un ensemble et nous devons bien avoir conscience que c'est un ensemble. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de complicité, donc oui. beaucoup de corrompus et beaucoup de corruption. Oui. De toute façon, quand on parle de haute finance internationale, on parle forcément de la corruption. Je vais rappeler quand même un fait historique, comment les Rothschild ont agrandi leur fortune et ont fait énormément fortune, c'est à Waterloo. En fait, c'était bien vu.
Rothschild à l'époque, je me rappelle plus son prénom, a tout simplement parié, a fait courir le bruit au sein de la bourse de Londres à l'époque que l'Empire britannique avec ses alliés allait perdre devant l'armée napoléonienne à Waterloo. Ce qui fait qu'il y a eu un espèce de vent de panique sur les marchés boursiers à l'époque, le marché boursier de la bourse de Londres. Les cours se sont écroulés, tout le monde a vendu. Qui a racheté derrière? Évidemment, Rothschild. Et les cours ensuite ont remonté très vite, puisque en réalité, c'est pas l'Empire britannique qui a perdu, mais bien Napoléon. Et en fait, à l'époque, je crois que c'était Nathanaël de Rothschild, je me rappelle plus son prénom, je crois, il me semble, avait été prévenu par pigeon voyageur par quelqu'un qui lui a annoncé avant la bataille que de toute façon, l'issue fatale serait du côté de Napoléon. C'est intéressant quand même. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Soros, ça fait pareil. Georges Soros a fait pareil avec la Banque d'Angleterre, il faut le savoir. Hein. Il a failli foutre en faillite la Banque d'Angleterre, je ne me rappelle plus en quelle année, puisqu'il avait parié contre, il me semble qu'il avait parié contre la sortie de l'Europe, de l'Angleterre, enfin je ne sais plus dans les détails vraiment. Il a fait bondir sa fortune de plus d'1 milliard de livres en l'espace d'une journée. Ah non, mais c'est des fins renards, hein, quand même. Hein. C'est des fins renards. Bien, on est à 1h38 d'émission. Si vous voulez bien, on va s'offrir une conclusion, Thierry. Moi, je pense que il faut regarder l'affaire Epstein pour ce qu'elle est. C'est d'abord, ça nous montre que nous tous, et encore plus nos dirigeants, nous sommes susceptibles de nous faire manipuler et de nous trouver embarqués dans des histoires. Je pense que les clients de M. Epstein ne s'attendaient pas à se retrouver en face d'enfants. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et ils n'ont rien dit, ils n'ont dénoncé personne, ils se sont retrouvés embarqués là-dedans. En fait, il faut qu'on réfléchisse à comment on se protège de ça, comment on reste indépendant. Et rester indépendant, ça suppose d'abord de l'être vis-à-vis de ces tentations-là. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui organise des partous à l'Élysée, tout le monde le sait. Il faut se rendre compte que ce sont des choses qui ont des conséquences. Merde. Pauvre de nous. Pauvre de nous. Non, mais chacun de nous est concerné par ça. Quand on raconte qu'une jeune fille s'est fait manipuler par un autre élève, il y a des photos d'elle, une vidéo qui circule, etc., et que cette jeune fille se suicide, c'est le même problème. C'est par rapport à ça qu'il faut se protéger. On est une société malade, nous aussi, Thierry. Oui, oui. Mais je pense que c'est pas que la société qui est malade. Je pense que le genre humain est pas mal malade aussi. Il y en a beaucoup qui obéissent aussi à leur bas instinct. Hein. Je suis désolé, je vais en rajouter un peu une couche, mais le fait est que, ma foi, dans des fameuses soirées, ce que Thierry vient de dire, je suis tout à fait en phase avec ce qu'il vient de dire. Dans des fameuses soirées chemsex, par exemple, où les mecs ils prennent des drogues dures et après ça dégénère en orgie. L'affaire Palmade, par exemple, c'est même pas, je pense que Palmade au départ, je pense même pas que ce soit quelqu'un qui soit désaxé. Je pense que simplement avec des drogues, ce qui ne l'excuse pas, mais avec des drogues dures, très dures et très violentes, après ça part en live.
Et je pense que malheureusement, et je rejoins Thierry là-dessus, je pense que n'importe qui pourrait malheureusement pourrait tomber dans ce genre de travers. Voilà, mais en fait, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui résistent à toutes les formes de tentation. Absolument. Et on doit se demander comment résister nous-mêmes. Absolument. Bien, merci infiniment, merci Thierry, merci Claude. Merci à toi, merci à Thierry. Je profite pour informer nos amis internautes que samedi prochain, nous recevrons Laurent Louis, l'ex-député belge de Debout les Belges, qui a décidé de redescendre dans l'arène politique. Et Dieu sait si la Belgique a besoin d'hommes courageux et d'hommes intègres. Donc on a décidé de lui accorder un temps de parole parce qu'on est curieux de savoir ce qu'il veut faire et comment il va le faire. Il sera accompagné du docteur Laurence Kaiser, que nous connaissons bien, qui est présente sur sa liste. Et ils vont donc ensemble nous parler de leur projet politique pour essayer de faire bouger les lignes en Belgique. Pour ce qui concerne demain soir, nous n'avons pas encore décidé, mais avec mon collègue Fawzi Mabouli de Journalistes sans frontières, on envisageait de faire une petite émission pour commenter l'actualité dans la continuité de ce qu'on vient de faire ce soir avec Thierry. Ce sera en fonction de notre humeur du moment, de notre état de santé du moment, de notre forme. Si tout va bien, on se reverra demain soir à 20h. Si vous ne nous voyez pas demain soir à 20h, vous verrez de Doc Loridan lundi à 20h. Voilà. Merci encore. C'était passionnant, Thierry, de t'entendre. Je me réjouirais de te réunir sur un même plateau avec Dieudonné. Tu m'autorises à lui transmettre oui, tout à fait. Ton accord. Tout à fait. Merci infiniment. Amis internautes, merci. Vous étiez près de 3000 en direct ce soir. C'est dire si ce qui se passe en ce moment vous intéresse, vous interroge. Et nous aussi, croyez-le bien. Et donc, on fait venir sur ces plateaux des gens qui sont susceptibles de répondre aux questions que nous nous posons tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Thierry Messon ce soir. Je réponds à un internaute qui disait que tu vis encore au Liban. Sans lui dire où tu habites, on peut lui dire que tu ne vis plus au Liban. Thierry. Oui, je ne suis plus au Moyen-Orient, je suis revenu en France. Oui. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci Claude. Amis internautes, à bientôt. Bonsoir. Merci Thierry, merci Eric, merci à tous.